Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le rendez-vous du Hot et du Hard Interview à la télévision et c'est sur la 2 naturellement, vous le savez certainement, cette émission existe pour convoquer et reconvoquer la contradiction au sujet d'un homme, d'une vérité, d'une cause, peut-être d'un sujet ou d'un objet. Et la femme qui descend dans l'arène ce soir est connue pour ses positions politiques, elle a milité pour la participation plus active des femmes en politique en cette année électorale 2018 et en cette veille de la fête de la Journée internationale de la femme, nous convions cette grande dame dans l'arène. Je vous convie à regarder la présentation complète de notre invité et des autres panélistes. C'est le coup de pinceau d'Anongefak. Ce soir, Justine Difo descend dans l'arène. En cette avant-veille du 8 mars 2018, la coordinatrice nationale du mouvement More Women in Politics croise le verbe avec un panel de contradicteurs sur les enjeux de la participation politique de la femme en cette année électorale. Professeur de droit, chef de la division juridique au ministère de la Communication, Justine Difo plaide globalement pour plus de participation de l'agent féminine à la gestion de la vie publique. Question qui revient en cette semaine de la femme. Maître de conférences et professeur des universités à Yaoundé 2 SOA à l'école internationale des forces de sécurité EIFORCE, à l'école régionale supérieure de la magistrature ESURMA à Porto Novo au Bénin et autres instituts des relations internationales du Cameroun IRIC. L'invité de ce soir pense qu'il n'y a pas de développement intégral sans participation au premier plan des femmes. Pour le duel de ce soir avec Justine Difo, une qui pense que la femme doit servir de rampe de lancement à son époux et donc prétendre à moins de place en politique, c'est F. Yebga Guijol. À partir des convictions chrétiennes, l'auteur de Non au féminisme à l'église et d'une demi-dizaine d'ouvrages de même acabit trouve dans la parole de Dieu des éléments pour affirmer que la place de la femme, c'est à la maison à l'ombre de son époux qui devient ainsi plus efficace sous l'impulsion de sa femme. Eve Yebga Guijol exposera sa vision face à l'invité de ce soir. Ce sera le cœur du débat de ce programme. 2 journalistes pour conduire la partie interview. D'abord, Edith Mireille Maningwe, à ici. Cette diplômée de l'ESTIC est directeur de publication de Mère et Enfants Magazine, une des plus sérieuses tribunes en kiosque au service de la femme. Edith Mireille Maningwe, à ici, connaît donc au bout des doigts le problème d'intégration des femmes. Et un homme avec elle, Assomo Negdem, chef du service politique du quotidien Le Jour. L'ancien étudiant de l'ESTIC, lui aussi prépare une thèse en sciences politiques. Sa posture de chercheur va donc aider à coup sûr à aiguillonner l'invité vedette de ce soir. Et c'est à vous, Rodrigue Tonguet, que revient le gouvernail et donc de donner le là après le premier coup de gong. Et on a entendu le premier coup de gong. Je m'en vais recevoir notre invité, Justine Difo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'arène. Merci, c'est moi qui vous remercie. En cette veille de la semaine de la femme, on espère que vous allez répondre à toutes les questions de mes confrères invités sur ce plateau. Vous nous avez indiqué dans la bande-annonce que si les questions étaient provocantes ou embarrassantes, je n'y répondrai pas. Mais en tout cas, c'est la reine. C'est la reine, de temps en temps, on monte dans le ton. Je reçois Madame Maningwe Aïssi. Bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Je dis particulièrement Madame, c'est vrai que c'est proscrit. Quant aux confrères, on se sert du Madame et du Monsieur, mais puisque c'est la semaine de la femme, vous avez droit quand même à quelques égards. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans l'arène. Merci beaucoup, merci de nous avoir conviés. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir, chers confrères, et bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal International. Merci d'avoir accepté notre invitation. Assomo Negdem, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Rodrigue, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue une nouvelle fois, j'ai envie de dire. Vous Merci. faites partie désormais des meubles chez nous, peut-être en raison de votre expertise en matière de sciences politiques.
Davantage de journalisme politique. La précision est de taille et il y a une actualité qui a secoué le quotidien Le Jour et qui secoue l'ensemble de la presse. C'est le sort de notre collègue, de notre confrère Karistan Isseri. Comment vous vivez la situation à la rédaction? Permettez-moi de dire 2 ou 3 choses sur les faits. Notre jeune confrère, notre jeune collègue Karistan Isseri Amaben, dans la fin de journée du samedi 3 mars, est allé au domicile de l'ancien ministre des Transports, Edgar Alain Mebengo, pour un reportage d'ambiance au lendemain du nouveau gouvernement. Un travail purement journalistique. Il ne faisait que son travail. Malheureusement, il a été appelé par le service de sécurité, par les gardes du domicile. Et il est entré naturellement, il s'est présenté. Mon collègue a été soumis à un traitement inhumain. Inhumain. Il a été bastonné, déshabillé, jeté dans une cage à chien. Il a été aspergé d'eau à l'aide d'un tuyau et il a été obligé de signer un certain nombre d'engagements. Je parle davantage comme journaliste, mais je parle aussi comme délégué du personnel au quotidien Le Jour, pour dire que l'ensemble du personnel du quotidien Le Jour, le journaliste que je suis, dénonce avec la dernière énergie des actes comme cela qui remettent carrément en cause l'humanité. L'humanité. Même si vous n'êtes pas d'accord qu'on arrive chez vous, vous ne pouvez pas traiter un être humain de cette manière. Et je profite pour dire que nous sommes en train de glisser dans une espèce de violence qui ne se justifie pas. Pourquoi traiter un journaliste qui ne demande qu'à faire son travail de la sorte? Les personnes qui ont fait ça, ce sont des personnes inhumaines, mais ce sont surtout des personnes lâches. Parce que se mettre à plusieurs pour s'en prendre à quelqu'un qui n'a aucune âme, quelles sont ces personnes-là? Quelles sont les personnes qui ont commis? Pour l'instant, il y a des personnes dans la famille qui ont donné des instructions, qui ont demandé à ce que mon collègue soit arrêté et qu'on en finisse avec lui. Maintenant, les personnes qui ont exécuté cette basse besogne sont également, je me demande bien si ce sont des êtres humains. Je voudrais signaler que notre confrère Karistan Isseri est en ce moment interné au centre des urgences Curie de Yaoundé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous rassurons nos téléspectateurs que le journalisme continuera d'exister, de fonctionner normalement malgré les forces d'en face. Nous avons vu plus dur que ça pour pouvoir faire du journalisme dans ce pays. En effet, cela participe de l'intimidation, tout simplement, et ce ne sont pas des personnes comme celle-là qui vont empêcher des journalistes de faire leur métier. Nous le ferons. Et nous n'avons pas peur de ces intimidations. Malgré ces heures, et nous montrons à Justine Difo ce soir que nous sommes de bons journalistes, nous allons lui poser 2 bonnes questions pour l'arène de ce soir. Nous allons donc commencer puisque le décor est planté avec la première halte de notre programme. Alors Justine Difo, il y a eu un remaniement ministériel vendredi. Est-ce que vous êtes parmi les gens qu'on désigne comme membres du gouvernement des déçus, les gens qui attendaient éventuellement d'être nommés? Je signale que vous êtes directeur au ministère de la Communication et une partie de l'opinion estime que vous avez le costume, de ministre vous conviendrait bien. Est-ce que personnellement, lorsqu'on lit ce type de décret, lorsqu'on annonce un remaniement ministériel à la radio publique, vous pensez que vous pouvez être désigné parmi les élus? Je ne suis pas particulièrement attachée aux nominations. Je suis une personne libre et je suis une croyante. Je prends les choses telles qu'elles viennent. Voyez-vous? Et ceux qui pensent que j'ai le costume de ministre, mais je leur demande de prier pour ça. Parce que moi, sérieusement, je ne m'y attendais pas. Et du coup, je ne fais pas partie des déçus. Au contraire, je fais mon travail. D'ailleurs, si je faisais partie des déçus,
je ne serai pas encore debout maintenant. Je ne serai pas déjà debout maintenant pour répondre à cette invitation. Je crois que les déçus sont encore en train de ruminer la déception. Si on peut peut-être battre des journalistes. Alors, mais Justine Difo, on estime que votre activisme, votre militantisme pour la cause de la femme... militantisme. Je préfère. Encore qu'activisme n'a rien de péjoratif. C'est un peu péjoratif dans notre environnement. Dans notre environnement, oui, mais c'est un peu péjoratif. Au sens global. Quelqu'un m'a dit un jour, si je me tiens dans la cour là et je dis, Justine Difo, arrête avec ton activisme là. Tu vas arrêter ce travail. Donc c'est pour vous dire. Alors, on se dit, au regard de votre activisme, que... de votre militantisme, que finalement, j'y tiens. Il faut que vous-même vous puissiez accéder aux fonctions pour lesquelles vous plaidez tout le temps, c'est-à-dire député, maire, ministre, parce que vous plaidez notamment pour qu'il y ait du 50-50 au Parlement, par exemple, mais ce serait avec quelle femme, si ce n'est vous? Si vous-même vous tenez à l'écart. Ce n'est pas que je me tienne à l'écart, le moment n'est pas venu. Et il viendra certainement. Professeur Difo, vous êtes il viendra certainement. De la première heure. Oui, féministe, je vous retire encore ce mot. Je suis militante des droits des femmes. Okay. La féministe, c'est celle qui croit qu'elle doit bâtir, elle doit se lever un beau matin et tout faire pour voir le monde, un monde plein de femmes. N'est-ce pas, les femmes renverser la vapeur du masculinisme, de l'androcentrisme qu'on constate aujourd'hui et la remplacer par un monde de femmes, plein de femmes. Or, il est hors de question aujourd'hui et je ne saurais y penser ni l'espérer, n'est-ce pas, qu'en voulant corriger une inégalité, une injustice, qu'on en crée une autre. Je veux juste être dans une société plus équilibrée, où les hommes et les femmes marchent sur leurs deux pieds, où les institutions ne sont pas unijambistes comme elles le sont pour l'instant, ma foi, où la démocratie n'est pas hémiplégique, parce que nous savons, vous savez de quoi je parle, on est hémiplégique lorsqu'on est mort d'un côté, il y a un côté du corps qui ne fonctionne pas, notre société fonctionne sur un côté, il est très vivant, très vivace à 80%, et les 20 autres pourcents sont des femmes très méritantes, compétentes, et parfois, je veux dire, qui ont même des valeurs qui pourraient transformer notre environnement, mais qui ne sont pas associées. Pour ça, cela est très rassurant que vous préfériez la casquette de militante des droits de la femme, comme vous disiez tout à l'heure. Imaginons que vous soyez invité dans un gouvernement, professeur. Est-ce que vous accepteriez d'aller simplement apporter la coloration féminine, d'aller jouer simplement les faire valoir dans un gouvernement? Ah non, pas du tout. D'ailleurs, le combat pour lequel je suis engagée ne milite pas pour que des femmes soient nommées pour faire valoir, pour réaliser un objectif, l'objectif de la présence du genre, de la réalisation de la parité, que non. Nous voulons une société édifiée et bâtie par des hommes et des femmes capables de la transformer, capables d'inculquer un mouvement, j'allais dire, des valeurs et une vision qui porte et qui propulse tous les Camerounais vers la justice, vers l'équité et vers le développement. Parce que toutes les crises que nous vivons ont à la base l'injustice, ont à la base l'insécurité, des personnes qui ne se sentent pas, qui n'ont pas ce sentiment d'appartenance citoyenne. Et du coup, vous n'êtes pas prête à jouer les faire valoir, comme vous dites. Pas du tout. Par contre, sur la scène politique, dans les institutions, il y a des femmes. Il y a des femmes, peut-être pas en nombre comme vous auriez. Que l'on souhaiterait. Voilà, mais il y a des femmes. Pourquoi, véritablement, ces femmes-là, on ne les entend pas? Selon vous? On les entend, on entend certaines. Je vais vous prendre... Et c'est une question de prise de conscience, n'est-ce pas? La culture ou certaines cultures
néfastes, que nous jugeons néfastes, ont moulé et formaté le subconscient des femmes dès leur jeune âge pour qu'elles soient en retrait et pour qu'elles aient peur des étiquettes, de ce que les gens pensent d'elles, voyez-vous. Et aujourd'hui, justement, si on y prend garde et qu'on commence à faire un travail un diagnostic des compétences, si on veut établir un atlas des compétences féminines au Cameroun, vous risquez d'être surpris, justement, et vous l'avez dit, vous risquez d'être surpris de constater qu'il y a justement plus de femmes méritantes, plus de femmes compétences qu'on ne le pense. Permettez-moi d'ailleurs de vous citer une étude de l'INS, justement sur les compétences des femmes. Elles s'auto-censurent. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes dans des secteurs comme l'enseignement, dans des secteurs comme l'éducation, dans des secteurs des sciences sociales, des sciences humaines, des arts, de la littérature. Et ce sont des domaines qui véritablement outillent ces femmes-là pour mieux comprendre le fonctionnement de la société. Ce sont des secteurs qui outillent ces femmes-là pour pouvoir véritablement prendre la parole, s'affirmer sur l'arène politique où véritablement tout se joue, où les décisions se prennent. Vous avez parfaitement raison. Mais finalement, c'est quoi le problème? Puisqu'elles sont formées. Et celles mêmes qui sont sur cette arène, on ne les entend pas véritablement. Je vous prends un exemple. À l'Assemblée nationale, on a une 50aine de femmes. Mais on compte sur les doigts de la main. On en a 25. 25 à ont été l'Assemblée élus en nationale, 2013. elles sont 56. 25 en 2007, 56 en 2013. Voilà. Une progression de 13,8% à 31%. Actuellement. Mais pour quel résultat? Mais justement, on compte sur les doigts de la main celles qui sont capables de prendre la parole. Je suis journaliste. Nous allons vers ces femmes-là au quotidien. Elles ne prennent pas la parole. Elles refusent de prendre position lorsqu'il y a des véritables débats. Qu'est-ce que vous dites à ces femmes-là, vous, ma professeure Justine? Vous m'avez coupé tout à l'heure. Je m'apprêtais à chuter en vous disant justement que lorsque nous prenons les choses en main en 2007, à More Women in Politics, notre première mission, c'est l'éveil de la conscience politique des femmes. Éveiller la conscience politique des femmes. La conscience politique, pas pour dire à toutes les femmes d'être députées, d'être sénatrices, d'être mères, mais pour leur dire, intéressez-vous à la chose publique. Prenez position. Et là, c'est la transition pour arriver à votre question. Effectivement, si on émerge en politique avec ce fardeau, avec ce poids socio-culturel qui inhibe l'expression, qui inhibe la liberté de prendre position, alors on va se retrouver à l'Assemblée nationale justement avec des femmes qui sont là, qui veulent dire, qui veulent parler, qui veulent, ma foi, exprimer leur position, mais qui non seulement ne se sont pas encore délivrées, ne se sont pas encore détachées de cette autocensure qui est imprimée dans leur subconscient, n'est-ce pas? Mais en même temps, on est là dans un domaine qui est hautement encadré. La discipline du parti. Elles vont vous dire, non, laissez-moi appeler ma hiérarchie, je vais voir avec mon responsable politique si je peux parler parce qu'on dira que je parle pour mon parti, j'ai pris position. Ça, c'est encore une chose assez délicate. Vous allez me dire, c'est un prétexte, mais qu'on le veuille ou non, voilà la réalité. Et il faut dire que celles qui sont encore un peu plus engluées dans cet engrenage de choses qui les empêchent, n'est-ce pas, de communiquer dans la société, elles sont tout simplement sous le règne de la peur. Or, vous savez qu'en toute chose, la peur est le premier ennemi de l'homme. Elles ont peur de s'exprimer, elles ont peur de mal parler, elles ont peur de... Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, mais Justine, tu n'as pas peur d'aller dans l'arène? J'ai dit, mais attendez, je n'aurai pas peur parce que je sais ce que j'ai à dire et je sais que je suis dans mon domaine et je demande la grâce de Dieu pour m'accompagner dans ce que j'ai à faire. Alors, vous voyez, quand vous avez des convictions, vous avez des valeurs et vous savez que vous n'êtes rien sans celui qui vous a accordé la vision et qui vous accordera la mission, il est normal que vous vous mettiez vous-même en retrait. Oui. Alors que la société a besoin de vous. Et c'est ce que nous disons aux femmes tous les jours. Nous les coachons, n'est-ce pas? Nous les mentorons, nous les accompagnons et nous leur disons, ayez confiance en vous, ayez l'estime de soi, affirmez-vous davantage. Si nous avons besoin de plus de place, en amont, nous faisons le travail, mais si en aval,
vous ne vous assumez pas en jouant les rôles qui sont les vôtres, ma foi, même les 30% que nous demandons risquent de ne pas suivre. Professeur, vous dites être engagé à influencer l'amélioration des statuts socio-juridiques de la femme au Cameroun. Mais quelle est la pratique sociale ou bien les pratiques sociales qui vous répugnent le plus? Oh, ce sont les discriminations les plus voilées. Les discriminations les plus voilées, les violences les plus symboliques, les étiquettes, les stéréotypes. Une femme ne doit pas. Et c'est une assoiffée du pouvoir. Voyez-vous, vous me collez un manteau de chercheuse, un costume de chercheuse, le costume de membre du gouvernement vous irait bien. C'est plutôt un compliment. Bon, je suis d'accord que ce soit un compliment. Mais plus sérieusement parlant, il y en a qui disent, oh Justine, elle se bat, elle bouge trop, elle fait feu de tout bois, elle veut qu'on la nomme. Ma foi, j'en ai vraiment besoin. Le destin de chacun est tracé. Le destin de chacun est tracé, et si je ne mets pas au service de la société et au service des filles qui comme moi, dans mon enfance, sont aujourd'hui en mal d'éducation, de courage, d'audace, j'aurais péché forcément. Parce que j'ai reçu gratuitement toute ma vie des opportunités. J'ai saisi des occasions de réussite, j'ai saisi des opportunités d'aller de l'avant, et ce sont des personnes qui étaient bien intentionnées, qui m'ont ouvert des chemins, qui m'ont donné l'opportunité d'arriver où je suis. Ma foi, je dois le faire pour d'autres. Pour moi, c'est la dîme à payer pour que les jeunes filles de cette nation émergent également comme je l'ai fait. Parce que je pense que quand je passe à la télé, beaucoup de jeunes filles à Newbel, beaucoup avec qui j'ai grandi, qui sont encore aujourd'hui dans ces maisons, je vais dire en carabote, pour que les gens de ma génération comprennent de quoi je parle. Des maisons en carabote où, quand vous êtes dans la maison, on vous voit de l'extérieur. Alors si là où je suis, je ne fais pas le maximum, le mieux de moi-même, pour drainer avec moi le plus grand nombre et préparer une bonne génération des jeunes. Pourquoi l'avenir, j'aurais péché. Pourquoi on ne vous sent pas véritablement à la base? De quoi donc? Vous êtes enseignante. Oui. Vous êtes à l'université. C'est ça. Vous êtes vraiment au creuset de la jeune fille. C'est là peut-être qu'il faut les préparer déjà à affronter une scène politique qui est essentiellement violente, qui est essentiellement virile. Je crois qu'il vous manque... Est-ce que véritablement vous allez dans ces universités-là? Je crois qu'il vous manque une actualité. Préparer ces filles-là. Il vous manque une actualité. Et lorsqu'on parle de notre contexte où la femme doit être soumise, est-ce que vous ne préparez pas des femmes à être insoumises? Bon, je réponds... On prendra l'une après l'autre. La première question, est-ce que nous n'allons pas dans les universités? Nous sommes sur un programme d'appui à l'amélioration de la participation politique des femmes au Cameroun depuis janvier 2016, avec l'appui de l'Union européenne. Ok? Et dans le cadre de ce programme, nous avons formé 400 volontaires de la démocratie au féminin. Je crois qu'il y en a 2 là derrière qui ont tenu à m'accompagner. Et ces volontaires sont puisés parmi les étudiants des universités. Donc, nous avons signé des conventions avec les universités qui ont bien voulu accepter de signer cette convention avec nous, et notamment l'université de Douala. Et c'est au sein de ces universités, justement, que nous travaillons, que nous formons ces jeunes qui sont censés grandir avec ce dont je vous parle, en voyant la vie autrement, en se voyant même autrement. Parce que vous ne pouvez pas vous impliquer dans les causes sociales si dès la base vous n'y avez pas été formé. Et c'est ce que nous avons fait. Ce sont ces jeunes qui descendent le 11 février au boulevard, par exemple, sensibiliser d'autres jeunes, parce que nous leur avons donné des enseignements sur la citoyenneté pleine et active, surtout la citoyenneté responsable. Ce sont ces jeunes. Donc, et parmi ces jeunes, évidemment, il y a beaucoup de filles. Je vais vous surprendre, nous allons même un peu plus loin. Dans les lycées, dans les collèges, il y a un programme avec votre collègue de comptoir d'Afrique, Mérimée, citoyen modèle. Nous étions à l'école La Gaîté, à l'échangeur simplifié, il y a quelques semaines, pour encourager la jeune fille à comprendre que non seulement si elle a l'âge
d'aller voter, elle doit s'inscrire sur une liste électorale en connaissance de cause, parce que c'est un acte citoyen. Quels sont les mais instruments aussi- de revendication que vous enseignez à ces jeunes filles? Vous parlez de citoyenneté. Quels sont les instruments de revendication? Je ne vous ai pas suivi. Vous Vous, pouvez vous mieux parlez traduire de votre pensée. citoyenneté. Dans Oui, citoyenneté, il y a véritablement la culture de demander des comptes bien sûr. à ces personnes-là qui nous dirigent. Quels sont les instruments que vous donnez à ces jeunes filles-là, à ces jeunes en général, pour qu'ils puissent véritablement demander des comptes et, le cas échéant, revendiquer pour qu'on les écoute véritablement? Alors, s'agissant de ce programme, en ce qui concerne les jeunes, nous leur enseignons la communication non violente. Hein? Dans la communication non violente, non seulement ils communiquent, et ils communiquent bien sur les questions de l'heure, dont celle de la reddition des comptes, celle de la gouvernance inclusive, leur place et leur Est-ce que vous rôle. leur enseignez comment répondre à la violence? Bien sûr, quand Comment on parle de répondre la à cette violence? communication La non-violence non face à la violente, violence, comment ils font? la communication non violente, c'est déjà quand une personne vient vers vous avec un langage brutal, c'est votre réaction à ce langage. À Vous cette- pensez qu'à n'est-ce l'état pas, actuel qui est- du fonctionnement du Cameroun, c'est possible? Vous pensez que des jeunes peuvent organiser une marche, par exemple, pour dire non à telle chose, pour dire non à telle action faite par le gouvernement en place, Les marches- et ne pas recevoir en face une réaction violente? Là, vous mélangez deux choses là. Une marche pacifique, tout le monde peut organiser une marche pacifique. Les enseignants Avec récemment, les est-ce que objets- c'était Les une enseignants marche? ingénieurs C'est la n'avaient pas réaction d'armes. d'en face. Vous mélangez Non, le justement, est-ce droit que les de enseignants- manifester est-ce que les enseignants et la étaient réaction violents? de l'autorité qui, en fonction du temps, le contexte et de l'opportunité de la marche, n'est-ce pas, peut décider d'accorder l'autorisation de marcher ou pas. Là, vous mélangez deux choses. Ils se sont levés comme citoyens et ils ont compris qu'il fallait faire quelque chose. Là, oui ou non? La réponse est oui. Vous pensez et ils que se si sont vous engagés. demandez- Maintenant, si la marche est interdite, pour ça, est-ce c'est que vous pensez une que autre chaque chose. fois Les femmes vont briser les barrières comment? Si chaque fois il faut adopter des méthodes douces, Allez il faut se demander pardon conformer- auprès des il faut autorités se pour conformer, avoir l'autorisation. au Comment est-ce qu'elles désir- vont briser les barrières? D'ailleurs, on est sous le régime de la déclaration. Vous m'avez amené à utiliser le mot autorisation. Nous sommes sous le régime de la déclaration. Ça veut dire que Mais vous, lorsqu'on a c'est bien déclaré... révélateur de la réalité sur le Non, terrain. je C'est l'ai- c'est je- que justement il s'agit d'une autorisation au-delà du mot. On est contenu d'accord dans les lois de que 88. le principe c'est la déclaration et que lorsque l'autorité compétente juge de l'inopportunité de l'action et en fonction du contexte qui pourrait ne pas être en cohérence avec la cause qu'on défend, a le droit de dire pour l'instant vous ne marchez pas. Je voudrais que vous fassiez quand même un diagnostic statistique du nombre de fois où on a interdit des marches au Cameroun pour me dire si nous sommes dans un état Ces derniers temps, pour qui ça, interdit les marches. Voyez-vous, Peut-être qu'il faut classifier. la liberté, Il faut peut-être la liberté classifier et le les principe. marches. La Les liberté. marches pro-gouvernementales sont systématiquement autorisées. Oh, Mais toutes les Les marches marches un peu critiques, critiques. elles sont C'est un constat de journaliste. vous le Justine dites. Difo. Je vous concède ce constat. Oui. Je vous concède ce constat, mais je voudrais, de façon très responsable, vous appeler à faire attention au nombre de fois où des marches ont été interdites, comparé à toutes les fois où des marches peuvent être autorisées. On le comprend bien, on le comprend. Mais comment vous formez les femmes? Qu'est-ce que vous leur dites? Comment elles font face à ce type de situation? Parce que les femmes doivent briser les barrières pour d'accord atteindre les avec vous. 30%. Il faut Je suis peut-être engager la lutte. mauvaise personne Oui. ce soir. Je suis peut-être la mauvaise personne qui ne vous dira jamais qu'il faut se lever et marcher. Vous savez Ce n'est pas ce pourquoi? que nous attendons de vous. Nous attendons Mais simplement voilà, des réponses. Parce que, justement, parce que moi, de par ma culture, de par mon éducation chrétienne, de par mon tempérament, je ne suis pas frontale. Je suis toujours dans une posture de négociation. Je suis dans une posture de recherche d'un terrain d'entente, de conciliation,
de médiation, d'arbitrage, de concession. Et ma foi, si ça ne marche pas, je prends du recul. Justine Et je réexamine ma stratégie et je vois comment rebondir autrement. Êtes-vous une femme soumise, professeur? Pardon? Êtes-vous une femme soumise? Je vais vous surprendre. La clé de mon succès, c'est que je suis une femme soumise. À qui? Si je suis à mon époux, qui est le chef de ma famille. Et si je suis sur ce plateau, je sais qu'il m'écoute. Il est en mission à Douala et de Douala, il m'a encore appelé pour me donner quelques conseils sur des questions que nous n'avions pas vidées avant son départ de Yaoundé. Alors vous comprenez que comment est-ce que vous faites pour dire à une femme qui sait quels sont ses droits, qui sait qu'elle a exactement les mêmes droits que l'homme, qu'elle doit lui être soumise? Exactement les mêmes droits que l'homme, je crains que non. Oui, attendez. Exactement les mêmes droits que l'homme, je crains que non. Et nous allons y arriver. Voilà, vous vous attelez à ce que ce soit le cas. Nous nous attelons à ce que chacun, en restant à sa place, contribue dans ce partenariat homme-femme, gagnant-gagnant, parce que l'homme et la femme sont venus sur la terre, envoyés par Dieu, pour travailler de façon complémentaire. Quand l'homme était seul, pourquoi il n'a pas tout fait? Il a vu que Dieu avait tout créé, les animaux, les bêtes des champs et autres, et son âme était triste. Mais l'homme fait sa première poésie quand Dieu crée la femme. Il dit enfin, voilà, cette fois-ci, celle qui va être l'os de mes os, chair de ma chair. Ça veut dire que les hommes sont contents que nous soyons auprès d'eux. Professeur, avant de finir. Dernière question avant de prendre Karel Mezatia. Dernière question avant de la prendre, pas pour l'émission. Oui, sur la question des instruments de revendication et la question des manifestations, vous vous empêchez carrément de pousser. Auto-censure. Voilà. Vous auto-censurez. Oui, sur ce point de vue, franchement, je vous concède ce mot à 100%. Qu'est-ce que vous répondez donc à ceux qui estiment que toutes les activités que vous menez ou alors une organisation comme Mon Humain Sans Politique contribue en réalité au renforcement du système en place? Au renforcement du système en place? Oui. Comment? En quoi faisant? Encadrant la jeunesse, encadrant toute la force qui est dans la jeunesse pour que cette force-là ne se retrouve pas véritablement en face du gouvernement en place. Je ne sais pas si le mot apôtre existe au féminin. Je ne sais pas si le mot apôtre existe au féminin, mais je suis une disciple de la non-violence. Et sincèrement, sérieusement, et une fois pour toutes, je souhaiterais, si vous voulez me mettre une étiquette, mettez-moi celle-là. Je ne dirai jamais à quelqu'un, va marcher. Même si c'est une marche pacifique, il y a d'autres outils de négociation. Et je ne participerai jamais de ma vie à une marche, quelle qu'elle soit. Et je suis sûr qu'il y en a qui m'écoutent et qui se disent, ah d'accord, ah oui, ce jour-là, c'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Ah oui, on comprend. J'ai mes valeurs. Et au prix de rien au monde, je ne ferai des concessions sur ce qui n'est pas négociable. Est-ce que ce sont les gages que vous donnez là au système en place? Par exemple. J'en ai besoin. Je n'en ai sérieusement pas besoin. Ah bon? Parce que, oui, je n'en ai pas besoin. Parce que je n'invente pas. C'est ma nature. C'est mon naturel. J'ai grandi dans ça. Je suis né catholique. Et je commence à l'église tout de suite. On célèbre la journée internationale de la femme le 8 mars. Oui. Vous connaissez quand même les origines de cette célébration? Bien sûr. C'est à l'issue. Oui. C'est après une manifestation de femmes. Elles se sont battues. Et vous n'êtes pas pour la manif. Vous ne voulez pas descendre dans la rue. Non, je ne suis pas pour la manifestation. Mais vous célébrez le 8 mars. Vous savez, dans la vie, il faut de tout pour faire un monde. Et il y en a qui se sont battus de cette façon-là. Mais dans le même temps et dans le même registre, d'autres femmes faisaient un autre travail. Ne pensez pas que c'est parce qu'elles se sont battues dans les usines, elles ont brisé les murs et autres, que pour cette raison seulement. Et il y en a qui étaient au niveau stratégique, en train de mener un plaidoyer, en train de faire du lobbying, en train d'expliquer le pourquoi du comment de la cause. J'ai un aîné aujourd'hui, et qu'il m'excuse, je vais le dire clairement. Le professeur Minko Haché, quand je commençais, le recteur de l'université de Yaoundé 2, quand je commençais en 2004, il m'appelle un jour à son bureau, il me dit, Justine, viens, je vais te donner des conseils, il faut que je te parle. Il m'a dit, il y en a de ta posture d'universitaire, il y en a qui peuvent crier, hurler, marcher dans les rues, mais de ta posture, tu dois prendre toutes leurs revendications et les formuler en quelque chose d'audible, d'intelligible,
et porter ses revendications acquis de droit. Ça, c'est ton rôle. C'est pour ça que je dis justement que dans la société, il y en a qui n'ont peut-être pas été à l'école, qui n'ont pas eu une certaine éducation, qui ne comprennent que lorsqu'ils ont utilisé la force. Attention, pour ceux qui revendiquent ne sont pas forcément des ceux qui vont dans la rue ne sont pas forcément des J'ai dit c'est une question de tempérament. Et puis c'est une question de tempérament et de de droit que vous êtes mal placé pour estimer que les manifestations n'ont pas toujours apporté quelque chose de solide à la construction. Bien sûr, quand justement des libertés individuelles et collectives, quand les gens les lois se de sont liberté de battus, 90, vous vous souvenez au moins d'Henri Tekoué, je suis d'accord, Suzanne Kalalobé, tout à fait, qui ont battu le macadam pour que nous ayons le droit de dire certaines choses sur ce plateau. Tout à fait. Mais dans le même temps, il s'est trouvé qu'il y avait des personnes qui se disaient mais qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se formule? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Rodrigue. Je vous dis, c'est de cela qu'il est question. Vraiment, Karel Mezatia, qui a de l'impatience. Le prétexte de notre rencontre ici est la prochaine célébration du 8 mars. Près de 160 millions de francs pour organiser le 8 mars, alors qu'il y a des femmes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Vous êtes là pour élaborer des plaidoyers. Quel commentaire? Bon, le 8 mars, c'est un instant. Oui. Le 8, c'est un instant. Un instant de commémoration de ces braves dames qui ont battu le macadam, justement. Un instant de se souvenir et un instant de réflexion. Ça ne veut pas dire que chaque année, il faut battre le macadam, mais il faut s'asseoir pour évaluer. Et il faut justement un budget pour cela. Je suis désolée que vous parliez de ce budget pour un 8 mars, mais je voudrais que vous alliez voir dans le budget de l'État ce qui est affecté au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Et que vous me disiez en même temps qu'est-ce qui est dans ce budget affecté à la construction des routes, à la construction, à l'eau potable, justement, à l'électricité, à l'électrification rurale. Moi, il faut éviter, il faut savoir raison garder et éviter de comparer ce qui est des entités qui ne sont pas comparables. Nous sommes dans un instant et il est important qu'on s'arrête. Et ce ministère, en même temps, s'autofinance, cherche des moyens de financement à travers les pagnes. Le pagne est un facteur, est un élément fédérateur des femmes de tous les niveaux, mais il est aussi important que vous sachiez que ce n'est pas avec le budget de l'État, n'est-ce pas, qu'on fabrique ces pagnes. Il n'y a pas que le pain, il y a les beuveries autour. Oui, mais lorsque vous organisez une fête chez vous, il y a quand même la beuverie aussi, vous aussi. Lorsque vous décidez d'organiser une fête, il y a des gens qui organisent des fêtes à 9 millions, à 10 millions, des funérailles à 30 millions. Ça ne dérange personne. Mais écoutez, laissez les femmes s'épanouir le temps d'une journée. Et on accueille une femme, Justine Difo, pour vos préférences, votre vie côté jardin. On espère que vous allez répondre aux questions malgré la mise en garde qui a été faite en début d'émission et pendant le making-of de cette émission. C'est le moment de mes préférences. Karel Mezatia Chouya, bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Et les préférences, c'est votre affaire. Exactement. Bonsoir prof. Bonsoir Karel. Ça va, la journée a été? Ça va, c'est bien. Un peu fatigué, mais bon, ça va. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez acheté votre pagne, même si on sait que c'est pas ça le plus important pour le 8 mars? Mon pagne est déjà cousu. Ah, d'accord. Et ça se prépare bien quand même? Très bien, très bien. Seulement beaucoup de conférences, invités partout pour intervenir justement dans les tables rondes. Mais bon, je suis disposée. D'accord. Si vous en avez convenance, on va aborder pendant quelques minutes seulement votre côté jardin secret. Pourquoi pas? Alors, on vous voit très souvent avec des attributs traditionnels qui nous poussent à croire que peut-être vous appartenez à la chefferie, peut-être vous êtes une princesse ou mafou, je ne sais pas. Dites-nous. Je suis mafou. Ah, descendante de la chefferie Chegnia, je ne sais pas, les Baham vont comprendre. je suis dans le haut plateau. Dans le haut plateau, oui, c'est ça. Et je suis en même temps vice-président du Conseil supérieur des Baham, si vous voulez connaître bien le côté jardin. Et je marche toujours à des moments officiels avec quelque chose qui renvoie à cette filiation qui est pour moi quelque chose de cher. D'accord. Parce qu'on ne choisit pas où on est.
D'accord, on va parler d'une dame, on vous a vu très proche d'elle, paix à son âme, Madame Foni. On vous a vu très proche d'elle. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que c'est une maman pour vous? Même si elle est décédée, elle vit toujours à travers ses œuvres. Est-ce qu'elle est une maman? Est-ce qu'elle est un modèle? Ou alors est-ce qu'elle est tout simplement une femme politique? Madame Foni, paix à son âme, m'a inspiré le courage. Le courage que nos mamans, en leur temps, ont eu. Et aujourd'hui, ce que nous déplorons, c'est que elle n'ait pas pu coller cette façon de voir les choses, cette détermination, n'est-ce pas, cette, j'allais dire, vous savez, les femmes s'auto-limitent. Elle n'était pas particulièrement éduquée. Mais elle s'était certainement dit, la seule limite, la seule chose qui peut m'arrêter, c'est la limite que je m'impose à moi-même. Et sérieusement, aujourd'hui, je dis à nombre de femmes pour qui je cite comme modèle, que si elle a réussi à réaliser ses ambitions à ce point, à combien plus forte raison, vous qui avez certainement au moins 40% des outils requis pour accéder à certains postes. Et je le dis aux femmes rurales, s'agissant de la gouvernance locale, parce que nous sommes là au cœur du développement local. Les femmes maires sont à peine 8%. Nous avons besoin de moins 30% des femmes à la tête des mairies. Et elles sont nombreuses à avoir le potentiel, comme nous toutes d'ailleurs, mais à ne pas pouvoir identifier ce qu'il faut faire pour ôter le verrou afin que ce potentiel éclore. D'accord. Vous avez parlé de votre époux tout à l'heure. On le sent pas beaucoup. Généralement, on dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Est-ce que pour vous, c'est le contraire? Derrière une grande dame se cache un grand homme? Parfaitement. Mon grand homme se cache derrière moi. Ah, d'accord. Et c'est la place qui lui convient. Je ne veux pas entrer dans les détails, c'est vraiment la place qui lui convient. D'accord. Alors, en famille, ça se passe comment? Entre le boulot, enseignante d'université et de grandes écoles, et MAFO en même temps, vous prenez du temps ou pour vous occuper de votre famille, vos enfants, vous en avez certainement? Bien sûr, j'en ai certainement. L'aîné a 29 ans et le dernier a 19 ans. Vous comprenez que maintenant, je suis entrée dans une phase où ceux qui disaient que j'en fais trop vont alors être fatigués de me voir parce que tous les enfants ont grandi, ils sont partis. Comment faire pour réaliser tout mon agenda? Je suis une personne très disciplinée. On ne le dit pas de soi-même, mais je suis obligée de vous le dire parce que c'est ce que je fais. Je suis très disciplinée. Mon agenda élague tout ce qui n'est pas potentiellement en cohérence avec les résultats que j'ai à produire, que ce soit dans ma famille, l'éducation de mes enfants, que ce soit à l'université, au ministère de la Communication et dans notre ONG More Women in Politics et l'Observatoire africain de la pratique des affaires pour lequel je viens de commettre un ouvrage sur Doing Business, analyse des performances du Cameroun sur les 10 dernières années. Il paraît dans quelques jours que les gens se demandent encore comment elle fait. Je m'autodiscipline. Quand j'ai quelque chose à faire, j'évalue les sacrifices à consacrer, j'évalue l'état des besoins. Évidemment, celui qui est derrière moi et qui est toute ma force, après Dieu évidemment, celui qui est derrière moi, je cause avec lui, j'en parle avec lui toujours avant. Toujours avant. Et lorsque nous trouvons justement un terrain d'entente, il m'accompagne avec cette onction de chef de famille que la Bible nous appelle à respecter. Si deux ne sont pas d'accord sur la terre pour réaliser quelque chose, ils n'y parviendront pas. L'échec est assuré. Et chaque fois que nous avons initié des choses ensemble, même le karaté, nous l'avons fait ensemble. Il est ceinture marron, moi ceinture noire. Ah bon? Pardon, il est ceinture noire. Il est ceinture noire. Non, ceinture noire et moi ceinture marron. Ah, d'accord. C'est lui qui est au-dessus. Et c'est parce que j'avais arrêté, j'ai seulement laissé.
J'ai seulement laissé. C'est parce que j'avais arrêté en 95, quand je suis allée en France pour soutenir mon doctorat. Donc, je ne pouvais plus concilier tout ça. J'ai arrêté. J'ai seulement laissé. Ok. On sait également que vous êtes ancienne d'église. Évidemment. Donc, tu as une place importante dans votre vie. Depuis bientôt 1 an, oui. Donc, Alors, tu as une place importante dans votre vie. bien sûr, dans notre vie, vous avez dit, j'ai une place importante. Dieu. Ah, Dieu, bien évidemment. Oh là là. Dieu est notre respiration. Sérieusement, nous ne concevons rien sans demander la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et lorsque ce n'est pas clair, nous ne nous engageons pas. Nous ne nous engageons pas et nous disons que s'il accepte la vision, il pourvoira aussi à la mission, aux outils. Il accordera aussi la provision pour que nous puissions réaliser. Et voilà, même l'éducation de nos enfants, c'est sur la base biblique. D'accord. Vous comprenez que être frontal, pour moi, c'est un tempérament. Quand ça me dépasse, je dis, Seigneur, tu n'as pas permis. Je crois que je dois continuer de prier pour que les choses se passent autrement. Alors, est-ce que entre les enseignements, les occupations familiales, vous prenez quand même du temps pour vous amuser? Vous allez en discothèque de temps en temps? Non, pas en discothèque, mais j'écoute beaucoup la musique. Mon époux et moi, nous adorons le jazz. Il y a une chaîne qui ne diffuse que le jazz à longueur de journée. Je crois qu'il m'a même séduit avec ce fameux jazz. Ah bon, racontez-nous, ça s'est passé comment? Nous étions étudiants. Donc, c'est une histoire, c'est une longue histoire de 30 ans d'existence aujourd'hui, sans compter évidemment les connaissances avant le mariage. Ça fait 30 ans qu'on est mariés. Donc, vous comprenez que si Dieu n'était pas vraiment le socle de notre vie, ça n'irait pas. Mais j'aime beaucoup danser. Je ne vais peut-être pas en discothèque, mais je ne rate pas l'occasion de danser. Même à la maison, j'aime regarder Trace. Quand je suis fatiguée, je regarde Trace. Je travaille en écoutant le jazz, mais à la cuisine, c'est Trace. Et puis, voilà. Je suis avec les jeunes tout le temps. Je fais comme eux pour les gagner à Christ. Je fais comme eux pour les gagner pour que je sois véritablement ce modèle à qui ils veulent ressembler. Et quand je suis avec eux, il y en a qui disent, mais prof, tu exagères. Mais prof, ce n'est qu'un titre, je suis désolée. Quand je suis avec eux, je danse. D'accord. S'il faut danser, je danse pour qu'ils se sentent à l'aise, pour que lorsque je leur donne des conseils, qu'ils se disent, mais non, il n'y a pas un fossé entre elles et nous. Ça les prépare, ça les prépare. Et parfois, quand je veux faire des reproches, j'aligne d'abord 3, 4, 5 compliments. Ça les prépare à accepter le reproche. Merci de vous être prêté au jeu. J'avais beaucoup d'autres questions, mais le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Heureusement. Merci Karen. Et peut-être pour accompagner le professeur, c'est une question de téléspectateurs sur notre page Facebook, un internaute sur la page Facebook, larène/facebook.com qui veut savoir si vous dansez aussi en tant que Mafo, le kunga ou le lissa. Excusez-moi si je prononce mal. Je danse le lexa, mais je ne danse pas le kunga. C'est une danse secrète réservée. Cette danse secrète-là, et je ne pense pas qu'un jour j'irai jusque-là, parce que moi, il faut faire, je veux dire, il faut savoir faire des choses qui ne compromettent pas vos valeurs. Moi, j'ai une vie chrétienne et je marche en cohérence avec ça. Donc, étant dans ces milieux, je dois impacter ces milieux. Et quelle serait l'incohérence entre le kunga, c'est le non, kunga, c'est une danse. Et vos convictions religieuses? Je sais pourquoi il pose la question. C'est une danse très secrète, réservée, c'est même... Pardon, initiatique. Est-ce qu'il y a une incompatibilité entre cette danse-là et votre vie chrétienne? Laquelle? Bien sûr, il y a toujours des incompatibilités. Et quand on va loin dans certaines choses... C'est satanique? Oh, c'est vous qui prononcez. Je n'ai pas dit que c'est satanique, mais ça fait partie de leur culture. Ça fait partie, j'avais dit, des choses mystiques. Du mysticisme. Tout mysticisme n'est pas satanique. Je suis désolée parce qu'il y a aussi le mysticisme chrétien et ce qui entre dans le rituel. Le rituel, c'est ça. C'est mystique, mais c'est rituel, c'est chrétien.
Mais nous allons revenir, on nous allons dépasse les revenir bornes au quand on fil. utilise le Nous mot allons que vous sortir de avez votre utilisé. jardin secret. Nous allons revenir au fil rouge de notre émission qui consiste à questionner la participation féminine à la politique. Alors, vous êtes coordonnatrice du réseau, vous avez été coordonnatrice du réseau Afrique centrale francophone pour l'égalité hommes-femmes. Mais tout à l'heure, ce plateau, vous avez dit vous n'êtes pas pour l'égalité. J'ai un peu tiqué. Non, j'ai dit je ne suis pas pour le féminisme. Et pour l'égalité, vous Non, pouvez je suis pour revisionner l'égalité la homme-femme. rediffusion La jeudi parité- prochain à 23h. Vous verrez bien que vous avez dit que vous n'étiez pas Ça pour doit être l'égalité. un lapsus, parce que je tenais à démontrer que je ne suis pas féministe. Je suis pour l'égalité homme-femme. Je l'ai dit tantôt, le partenariat homme-femme, l'égalité homme-femme pour le développement. L'égalité pour moi c'est quoi? Renvoie surtout à l'équité, quoi. Renvoie à la justice, au concept qui fait qu'en sorte que si vous et moi, nous avons le potentiel, vous et moi, nous avons le potentiel pour réaliser une prestation, pour faire un travail, ma foi, que ce ne soit pas parce que je suis une femme qu'on m'exclut. Vous voyez de quoi je parle? Pour moi, c'est ça l'égalité. Hein? Que ce ne soit pas sous prétexte de non, c'est une femme, elle ne devrait pas. Alors que c'est pas... On n'a pas besoin de ma force physique, mais on a besoin de mon intelligence. On a besoin de mon expertise. Et on me dit non, bon, c'est une jeune femme, elle n'a que 25 ans, les maternités vont la freiner, on ne peut pas la recruter. C'est des considérations comme celle-là que nous voulons abolir pour que justement on reste au niveau de est-ce qu'elle est capable de faire. Si la réponse est oui, à compétence égale, d'ailleurs même, dans certaines institutions dont la francophonie disent aujourd'hui qu'à compétence égale, qu'on privilégie les candidatures féminines. Mais à Lorsqu'on l'inverse, parle Justine de Difo, à potentiel, l'inverse, oui. il y a des situations où il faut absolument une femme. Nous nous souvenons tous de la construction des listes pour les élections municipales et législatives en 2013. C'est ça. Il y a des listes qui ont été rejetées parce qu'il n'y avait pas de femmes. Elles étaient 100% Est-ce que vous qui avez mené ce plaidoyer, est-ce qu'au niveau de l'ECAM également, que vous avez sondé, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il y avait des femmes compétentes pour pouvoir faire des listes qui respectaient le gender approach? Vous savez, je reviens à la question qu'il m'a posée au départ. Il y a beaucoup de femmes compétentes qui ne sont pas engagées. Vous voyez, à un moment donné, il faut justement franchir le pas et démystifier, ou si vous voulez, démythifier certaines situations en les portant même de force pour les imposer. Oui, je vous le dis sérieusement parce que sur le chemin, sur le potentiel tout à l'heure, sur le chemin, la popularité, la fortune, ou bien parce que justement quand on parle de potentiel, de quel potentiel il s'agit? Lorsque vous avez fait évocation des femmes qui ont beaucoup de potentiel, mais on se rend bien compte à observation que celles-là qui sont sur le devant de la scène sont celles qui sont très populaires ou alors qui sont nanties d'une certaine richesse. Non, quand je parle de potentiel, c'est cette richesse, c'est ce talent qui sommeille en chacun de nous. Vous-même, vous avez le potentiel d'être DG de votre structure. Mais Elle est DG de sa structure. Bon, professeur. Non, l'exemple pour quelqu'un d'autre. Peut-être parce que je ne connaissais pas. Non, je ne finis pas ma pensée. Je souhaiterais pouvoir terminer. On est dans l'arène, mais bon. Je veux dire, quelqu'un qui a le potentiel pour être DG d'une société, mais qui est tout le temps, je suis chef de service, chef de bureau, chef de ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'il y a des formations pour renforcer les capacités, renforcer l'expertise dans tel ou tel domaine, on ne pense jamais à elle. Ou bien elle-même se dit, non, je préfère ici vraiment, je suis moi tranquille. Alors, ce sont les mêmes qui reviennent tout le temps. Ce sont les mêmes. Donc, du coup, qu'est-ce que nous faisons? Je vous ai parlé d'éveiller la conscience des femmes dès le début. Il est question d'amener même l'autre à prendre conscience de ce que, à la vérité, nous tous, êtres humains sur la terre, Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Il est tout. Ça veut dire qu'en lui, nous pouvons tout. En lui, nous pouvons réaliser nos ambitions. En lui, vous pouvez piloter un avion. En lui, je peux porter des jumelles. En lui, vous lui rappelez toutes les promesses qui accompagnent ce potentiel. C'est de ce potentiel qu'il s'agit. Ce que vous avez dit est une fabrication sociale. La richesse, c'est quoi? Elle est relative. C'est des fabrications sociales, ce sont des concepts qui sont nés des classes et de la société, donc qui n'ont rien à voir avec l'être humain au sens intrinsèque du terme. Permettez-moi de vous citer, professeur. Vous avez dit, je viens d'une famille extrêmement pauvre et précaire, mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à être ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Et c'est peut-être ce qui me ramène toujours dans les groupes vulnérables. Dieu
Dieu vous a placé là où vous êtes. Est-ce que vous êtes Dieu pour ces femmes-là que vous approchez? Je ne veux pas que la grâce de Dieu se manifeste dans je ne la veux vie, pas être comme ça a été Dieu. un cas pour Non, vous. non, non, je ne veux pas. C'est vraiment, je ne veux pas avoir les problèmes avec Dieu lui-même. Parce que Jésus est mort une fois pour toutes. Il a pris la place de nous tous à la croix. Et quand je dis, je veux être cet instrument, ça veut dire que je veux être ce modèle. Hein? Je veux être cette personne que d'autres regardent et qui veulent devenir et à qui d'autres veulent ressembler. Elles sont nombreuses, les femmes qui veulent vous ressembler? Elles sont nombreuses, de plus professeur. en plus, avec des témoignages qui me reviennent. Oui, elles sont Quand je passe nombreuses, au les fond, dit, femmes, prof, vous dites. merci beaucoup. Prof, comment faire pour vous, surtout les jeunes filles de Il plus y en en aurait plus. qui pourraient, Surtout qui des jeunes pourraient filles. dire non, on aime bien notre condition telle qu'elle est. Par Même exemple. Pierre, dans la Bible, était en prison. C'était un prisonnier inconscient. Il y a des prisonniers conscients et il y en a qui ne sont pas Ouais. conscients de leur situation et qui préfèrent tranquillement, doucement dormir avec leur pauvreté. Il y en a qui n'ont pas la grâce d'avoir un mari aussi compréhensif. Et, qui non, même collabore pas. Et il y en a vous, qui n'ont pas la grâce qui d'écouter voudraient autre mais chose. pour qui ce n'est pas évident parce que monsieur a décidé qu'il en sera autrement. C'est Est-ce aussi que une vous le question dites? d'éducation. Oui. Si il est issu d'une famille où il a vu le père tout le temps mater la maman et lui dit, tu es ma femme, tu restes ici, tu ne bouges pas, tu as un bagage intellectuel, alors vous voyez, tu À ce gardes moment-là, ça elle dans doit le être soumise. tiroir. Mais à ce moment, si elle est soumise, c'est parce qu'elle n'a pas compris le sens de la vie. Et c'est parce qu'elle n'a pas compris un autre son de cloche. Elle n'a pas eu l'opportunité d'écouter un autre son de cloche. Professeur, vous avez parlé de potentiel des femmes. Elles sont très nombreuses qui ont le potentiel. Il ne manque seulement qu'elles s'engagent. Le déclic. Voilà. Il ne manque Peut-être qu'il plus manque que aussi un l'engagement. déclic. Est-ce que vous leur dites que l'engagement politique surtout, C'est un engagement. s'engager sur la scène politique, cette scène-là, c'est une scène essentiellement violente. C'est une scène virile. C'est une scène. Ça se où voit on sur ne ce fait plateau. pas- C'est une scène où on ne fait pas de cadeaux. Donc, ça, c'est vrai. Est-ce que vous leur dites cela? Il faut avoir le moral solide. Nous leur donnons des cours sur le développement personnel. Professeur, est-ce Le qu'au développement. fond, au fond, eu égard au potentiel intellectuel de ces femmes, aux valeurs qu'elles peuvent incarner, est-ce que finalement ce n'est pas la peur Bien d'affronter cette adversité Bien sûr. sur la scène politique Je vous ai dit- qui empêche ces femmes? Je vous ai dit dès le début que la peur est le premier ennemi de l'homme. Non, cette La fois-ci, c'est la peur de peur l'adversité qu'il y a sur la scène. C'est pas pareil. la peur de la société, mais C'est la pareil. dit sur C'est sur la pareil. scène, il n'y a Une pas fois de cadeau. qu'on a peur, ce sont les circonstances qui changent, qui vont traduire ces peurs en réalité. C'est pareil. Si elle a peur de ceci, elle peut avoir peur de cela. Et justement, la scène n'est qu'un environnement. Or, nous leur enseignons à comment marcher avec leurs ambitions au milieu de l'hostilité de l'environnement, au milieu de l'hostilité des hommes, en sachant que finalement, elles sont les seules responsables de leur destin. Tenant compte de cela, Elles sont justement, seules professeur, responsables de leur destin. Tenant compte justement de cela, est-ce qu'on devrait comprendre qu'on puisse les pousser avec des quotas, Mais qui sachant les que c'est pousse? une arène où il faut aller se battre? Ah non, non, On non, non. demande des quotas. On demande des quotas. Pourquoi un homme qui est sur l'arène politique et qui a pour adversaire une femme devrait avoir des égards pour elle? Je n'ai pas Alors que demandé chacun de se bat leur... pour avoir des Ah positions. non, Oui, ah puisqu'il non. faut faire des Je efforts n'ai pour pas- avoir des quotas. Puisqu'il Non, faut non. faire des efforts Écoutez-moi. pour avoir un peu plus de femmes. Non, non, je n'ai jamais dit que parce Qu'elles aillent qu'elles sont simplement à la femmes, bataille. attention, oui, elles vont aller à la bataille. C'est donc quoi les quotas? Elles vont aller à la bataille, on y revient, on y arrive. Je ne vous ai jamais dit que les femmes sur la scène politique doivent être traitées différemment. Ah, si c'est ce que vous avez cru comprendre. Mais je dis ceci, Mais si dans une qu'il faut liste- si dans une utiliser liste de des candidats, béquilles Si dans constitutionnelles. une liste aux élections législatives, je ne sais pas où, dans le Fundi, on dit à la tête de liste, il faut absolument avoir sur les 7 députés, les 7 candidats, Au moins 2 au femmes. siège de députés, au moins 2 femmes. Oui, au siège de Quitte sénateurs. à aller les chercher. Je dis le Fundi, Quitte c'est à aller bien les députés. chercher. Et chercher même celles qui ne veulent pas s'engager. Et leur demander, inscrivez-vous. C'est ce que vous dites. À Et on a travers des besoin, béquilles. à travers, justement, on a besoin dans un premier temps, même si elles ne sont pas qualifiées, vous allez me le concéder et je vous dirai pourquoi si vous me laissez finir ma pensée. Je vous écoute. À travers des béquilles institutionnelles dans toutes les sociétés, même au Rwanda, qui est cité en exemple aujourd'hui, on a dû utiliser des béquilles institutionnelles comme les quotas, comme les sièges réservés, pour accompagner cette montée en surface, cette émergence des femmes en politique. Parce qu'il est important. Vous voyez, c'est pas être
parce que c'est pas parce qu'elle n'est pas à l'Assemblée nationale ou dans un autre site de pouvoir qu'elle n'a pas le potentiel, qu'elle n'a pas les compétences pour. Elle n'est peut-être pas suffisamment consciente de ce qu'elle est capable de faire. Et donc, en côtoyant ces milieux, en suivant des formations, entre guillemets, informelles, des ateliers sur l'éducation, sur comment prendre parole en public, en se cultivant. Moi, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Je parle d'expérience. Elle se forme étant en fonction. Elle se forme étant là. Et là, c'est la communauté qui trinque. Non, pas du tout. Pas du tout. On se retrouve avec une assemblée. On se retrouve avec une assemblée. Non, pas du tout. Professeur, justement, ça c'est un débat. Ce que vous dites, c'est qu'on se retrouve dans une assemblée avec des femmes muettes. Elles améliorent leurs compétences. Elles améliorent leurs compétences étant sur le site. Et l'objectif premier que nous avions et que nous continuons d'avoir est celui de démystifier la présence des femmes sur la scène publique. À ne rien faire à l'Assemblée nationale. Dans un premier temps. Dans un premier temps. Bien sûr. Oui, mais bien sûr. Nous parlons des femmes qui sont favorisées. Quand on est un homme pour féministe, on dit quoi? Vous êtes macho. Non, pas macho. Vous êtes quoi? Donnez-moi le mot. C'est le débat. Vous voyez comment la société est? Elle est androcentrique. On a trouvé toutes les étiquettes pour diminuer et diluer le combat des femmes. Tout ce que les hommes font est vous avez parlé de béquilles. Est-ce qu'il ne faut-il pas peut-être faire le travail à la base comme vous faites, former les femmes, les émanciper, les appeler à l'engagement, et puis elles seront tellement en nombre, envahies. Nous avons adopté cette posture. Que cette vague déferlante, nous avons adopté cette posture du learning by doing. Nous avons décidé de construire notre pont en le traversant. Si on ne vous fait le pas, pont se casse, il ne se cassera jamais. Il ne se cassera jamais parce que nous faisons la fondation, une très bonne fondation. Et cette bonne fondation-là, c'est que dans notre dispositif, je n'ai pas dit programme parce qu'on connaît plein de programmes là dehors. Dans notre dispositif, nous avons mis en place un socle solide de renforcement des capacités à travers des programmes de coaching. Et chemin faisant, nous leur enseignons un certain nombre de choses. Comment lire le budget de l'État? Ça fait partie des programmes de gouvernance que nous donnons à ces femmes qui sont même en poste. Comment lire le programme de l'État? Vous n'allez pas me pousser à leur dire de ne plus respecter la discipline du parti. Parce que quand je leur dis, mais attends, tu n'as pas dit telle chose à l'Assemblée, pourtant on était tombé d'accord. Dis que prof, sur la question là, c'est mieux qu'on attende d'abord, je vais demander. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas pousser les femmes à la rébellion. Je suis de ma bonne posture à la société civile, mais mon rôle aussi, c'est d'amener les femmes à faire des choses en toute conscience et en connaissance de cause. Quoi qu'on dise, professeur, la femme ne sera jamais défaite de sa fonction première, hein, celle qu'elle est une femme qui donne la vie, avec tout ce que cela comme corollaire. Mais maintenant, est-ce qu'elles sont véritablement prêtes, aptes, outillées à être les femmes telles qu'on les attend à l'intérieur et être des femmes à l'extérieur, compétitives? Comment concilier vie familiale, vie professionnelle? C'est un de nos modules. On ne devrait justement pas laisser la femme dans son statut de femme, être une femme pleinement et rester une femme, ne pas être une femme qui veut être à la place de l'homme. Ça n'a jamais été notre ambition. Mouler des femmes qui prennent la place des hommes ou qui veuillent être à la place des hommes. Que non. Je vous ai dit au départ que notre société est un peu déséquilibrée parce que nous savons, et lui il l'a dit, beaucoup de femmes sont compétentes, méritantes, mais elles sont en arrière-plan. Et ce ne sont pas celles-là qu'on aligne justement sur les listes de candidatures. On prend celles qui n'ouvriront même pas la bouche. C'est encore une instrumentalisation des hommes parce qu'ils ne veulent pas que des femmes capables de construire, n'est-ce pas, un dialogue. On ne viendra pas vous chercher chez vous si vous justement, ne sortez pas. Non, elles sont sur la scène. Que nous sommes d'accord qu'il y a des places, sur la scène. Des places réservées aux hommes. Ils préfèrent sur leur liste des femmes qui accepteront tout et qui ne diront pas grand-chose. Et qui laisseront les hommes à leur place. En politique, on ne laisse personne. Hein. Mais voilà. Ça se prend. Ça veut dire qu'il n'y a pas une place pour les hommes et il n'y a pas une place pour les femmes. Non, pas du tout. C'est ce que je leur dis. Ça doit se conquérir. Alors, tout est prenable. Vous étiez où, vous de la société civile, lorsqu'on élaborait le code électoral en vigueur au Cameroun en ce moment, qui est évasif sur la représentation de la femme, qui dit simplement l'approche en respectant l'approche genre. Ne demandez pas. Sans fixer aucun quota, sans donner aucun chiffre. À quel moment on a traversé le seuil
de l'approche genre. Je croyais que vous deviez nous féliciter de nous être battus au point où la prise en compte du genre soit inscrite dans le code électoral à travers 6 dispositions. Avant, ce n'était pas le cas. Nous avions des textes épars, n'est-ce pas? Mais je me souviens de ce jour où on a voté la loi de 2012. Nous sommes restés à l'Assemblée de 8h à presque 21h lorsque les travaux se sont clôturés. Et nous étions en train de travailler avec les membres de la commission des lois constitutionnelles. Prof, il y a telle question, qu'est-ce qu'on fait? Prof, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Je dis, mettez le genre. Non, j'ai dit, mettez déjà comme ça. Le quota, non, on ne peut pas. Je dis, déjà, quand on est dans une posture de négociation, lorsqu'on a gagné une victoire, on tire la carte, on la met de côté. On ne peut pas tout avoir à la fois. Maintenant, nous sommes félicités de ce que le code électoral se soit clôturé par l'article 298, qui dit qu'en tant que de besoin, des textes réglementaires viendront compléter les dispositions de la loi. Et c'est sur la base de cet article 298 que vous nous avez vus auprès du président du Conseil électoral. Il n'a aucun pouvoir réglementaire. Il n'a aucun pouvoir réglementaire, mais nous avions déjà, depuis 2016, déposé notre projet de formulation de cette disposition que nous voulons voir dans le décret d'application du code électoral. Nous avons déposé ce projet au ministre de l'administration territoriale. Nous avons organisé un dîner parlementaire pour préparer les parlementaires à nous accompagner dans ce plaidoyer. Et en juillet 2017, ce sont les maires, donc nous avons ciblé comme ça les acteurs clés de la société qui devaient nous accompagner dans ce plaidoyer pour que, avant les élections de 2018, notamment les législatives et les municipales, que dans le meilleur des cas, nous ayons déjà justement ce décret d'application qui nous dise quel est le quota des femmes et quel est le positionnement des femmes, des candidatures féminines sur les listes de candidats. Nous vous félicitons, professeur. Maintenant, dites-nous, ceux qui y sont réfractaires, qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? Dernière question avant le Personne ne m'a encore dit jusque-là qu'il était réfractaire au décret d'application. Parce que puisque je crois que nous sommes des heures et des heures pour parlementer Non, on n'a pas pris des heures. Non, pas du tout. On n'a pas pris des heures. Nous sommes allés appeler les Camerounais à témoins et nous avons donné officiellement le document de plaidoyer avec l'article que nous voulons voir dans le décret d'application. On est en train de travailler certainement sur le décret d'application. Je ne peux pas savoir. Merci Justine Difo. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la participation féminine en politique. Nous allons poursuivre avec la deuxième dorsale de cette émission. Vous, Justine Difo, pourquoi ne pas rentrer en politique et mieux mener le combat au lieu de rester derrière au niveau de la société civile? Mais avant, nous allons prendre le duel. Vous allez répondre à ces questions dans un quart d'heure. Nous prenons le duel avec Ève Yebga Guidjol, qui est écrivaine et qui a la posture qu'on a indiquée au début de cette émission. C'est dans un instant. Ève Yebga, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à l'Arène. Merci. Vous nous avez suivis pendant 3 quarts d'heure. Nous avons parcouru un peu votre ouvrage. Il en ressort que vous pensez que la femme doit rester complètement à la maison et servir de rampe de lancement. Je ne sais pas si vous avez bien lu l'ouvrage. En fait, je ne dis pas que la femme doit rester complètement à la maison, mais je définis clairement le rôle et la place que Dieu a assigné à la femme dans le plan de la création. Il a créé l'homme et la femme égaux mais différents. Et la différence se situe au niveau de leur rôle, de leur fonction. Ils sont créés tous les deux à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils jouissent des mêmes capacités intellectuelles. Mais maintenant, en ce qui concerne les rôles, Dieu a octroyé, Dieu a octroyé à chacun des fonctions bien précises et qui sont interchangeables. Absolument. Donc, c'est en clair ce que je dis dans mon ouvrage. Alors, est-ce que dans le propos de Justine Difo, vous estimez, après l'avoir écouté, que la femme doit sortir, être mère, députée? Je n'estime pas que la femme doit sortir, être... En fait, je crois que la femme a une part... Non, la femme a une part active. Voilà. Elle a une part active
dans la société. Donc le fait que Dieu veuille qu'elle s'occupe de sa famille, de ses enfants, de son époux, ne diminue en rien son action, son engagement dans la vie, dans le développement, l'épanouissement de la société. Mais maintenant, en ce qui concerne la position de leadership, je crois que la Bible est claire, est vraiment claire dessus. Et en fait, ça a été le combat de longue date des féministes. Parce que lorsque leurs revendications ont commencé, elle faisait justement ce reproche, et je vais prendre l'exemple de l'une d'elles, qui était une figure marquante du féminisme, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, je crois que nous connaissons tous, même si nous n'avons peut-être pas tous lu son livre, Le Deuxième Sexe, qui a été un best-seller en son temps. Lorsqu'elle l'a publié, il a été vendu à 22 000 exemplaires en France. Et lorsqu'il a été traduit en anglais, il a été vendu à 1 million d'exemplaires aux États-Unis. Et qu'est-ce que Simone de Beauvoir reprochait justement à ce qu'elle appelait une civilisation patriarcale? C'était de confiner la femme au foyer, dans les tâches domestiques, et elle estimait que cela se faisait au détriment de sa propre vie, de sa propre carrière, alors que l'homme, lui, avait l'opportunité de s'épanouir et même d'assouvir ses désirs sexuels. Parce que justement, les femmes étant cloîtrées, moi je vais dire cloîtrées parce que c'est la conception des féministes, dans le mariage, étant enfermées dans le carcan du mariage, ne pouvaient pas s'épanouir à tous les niveaux dans la société, et notamment sur le plan sexuel. Et je vais dire qu'en passant, moi, la remarque que j'ai faite, c'est que ces féministes, bon, le professeur a dit qu'elle n'était pas féministe, elle se bat pour les droits. Mais sont pas loin. Ces féministes, j'ai remarqué, Rodrigue, me fie pas. que c'était des femmes qui avaient des mœurs très légères. Je prends toujours le cas de Simone de Beauvoir, qui était une femme bisexuelle, qui a déjà d'abord refusé de se marier parce qu'elle a vécu pendant 50 ans avec Jean-Paul Sartre, qui a voulu même l'épouser, mais elle a dit non. Elle tenait à garder sa liberté, et qui non seulement vivait en couple, bon, le langage chrétien, dans la fornication avec Jean-Paul Sartre, en plus a eu des relations avec d'autres femmes et d'autres hommes. Donc, déjà, il y a cet aspect-là que j'ai relevé chez les féministes. Le deuxième aspect, c'est qu'elles sont athées. D'une manière générale, elles n'aiment pas Dieu. Pourquoi? Parce que les féministes ont toujours pointé un doigt accusateur vers Dieu et vers la Bible comme étant la cause de leur assujettissement, comme étant la cause de leur subordination par l'homme, ce qui n'est pas le cas. C'est vrai que je reconnais que les hommes ont eu une attitude vraiment machiste envers la femme à travers les siècles. Et pas seulement les hommes sur le plan séculier, même certains théologiens, ceux qu'on appelle les pères de l'Église, qui vraiment, ils avaient des conceptions terribles de la femme, dont certains estimaient qu'elle est la part du diable, certains estimaient qu'elle est le poignard du diable. On lui a donné les qualificatifs les plus horribles. Donc c'est pour ça qu'à un moment, je crois que les féministes ont aussi dû s'engager dans ce combat-là pour pouvoir conquérir les droits et libertés de la femme. Mais en ce qui concerne la position de leadership, moi je suis le canevas biblique. Et selon la Bible, l'autorité est toujours masculine. Le leadership est masculin. Et à plusieurs niveaux, ça se voit. Bon, déjà par le fait que Dieu lui-même se révèle aux hommes, le Dieu de la Bible se révèle aux hommes, je vais dire, avec grand H, hommes et femmes. Sur des dehors masculins. Voilà, il se révèle comme un père. Il ne se révèle pas comme une mère. Et lorsqu'il vient sur la terre, Jésus-Christ qui est Emmanuel, Dieu fait chair, il vient sous l'apparence d'un homme et non sous l'apparence d'une femme. Et il choisit 12 proches collaborateurs, les apôtres, les 12 apôtres, qui étaient tous des hommes. Mais ça n'exclut pas le fait que des femmes marchaient avec lui, les femmes parcouraient la Galilée et tout le pays d'Israël avec eux et les soutenant dans le ministère. Mais je veux dire déjà que le modèle de l'autorité patriarcale est établi par Dieu lui-même. Donc c'est la volonté de Dieu que ce soit l'homme qui détienne l'autorité. Je peux réagir. Réaction. Je vais dire deux choses.
Je suis d'accord avec elle que l'image que Dieu utilise toujours, c'est celui de l'homme, à travers notamment les disciples, c'est ça? À travers apôtres. Dieu, déjà Dieu lui-même, il sa est homme. révélation à lui. Très bien. Mais quand il lui arrive de corriger une situation, il pense à la femme. J'ai pris un premier exemple au début, à savoir qu'il a créé l'homme, mais après il a trouvé que l'homme était incomplet, imparfait, et que pour être entier, il fallait retirer cette côte de l'homme pour créer la femme. Il a créé l'homme à partir de la poussière, mais la femme, pour montrer à quel point elle est importante et doit l'accompagner dans ce qu'il fait pour que cela réussisse. C'est moi qui ajoute pour que cela réussisse. Vous comprenez? Je suis d'accord. Voilà. Pour que cela réussisse, il fallait qu'il y ait une femme. Mais regardez, après la chute, même si des gens ayant le logos, dans la lecture de la Bible, on dit c'est à travers la femme que le monde est entré dans le péché, n'est-ce pas, à travers Ève. Mais Dieu, pour réparer encore, pour rattraper et, je veux dire, sauver cette humanité pécheresse, utilise encore Marie, le canal d'une femme. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? À travers la Bible et là, c'est deux exemples. S'agissant du leadership, et c'est toujours Dieu qui choisit justement de passer par la femme. J'ai envie de vous demander, enfin je me pose la question, le duel c'est pas avec vous, mais j'ai envie de me poser la question de savoir où étaient donc tous ces hommes courageux, forts, robustes à la résurrection. Parce qu'à la résurrection, ils étaient partis tous, pourtant il leur avait dit je ressusciterai au 3e jour. Mais ils ont abandonné l'œuvre, croyant que le Christ que Jésus annonçait ne reviendrait plus jamais. La pauvre, les femmes, déterminées qu'elles sont, entières qu'elles sont, n'est-ce pas, c'est une chose innée. Elles ont veillé, elles sont restées. Il avait dit, je reviendrai, le 3e jour, je ressusciterai. Marie est allée à la tombe voir. Aucun d'eux, elle a croisé 2 hommes sur le chemin qui disaient non, les carottes sont cuites. Il ne revient, il est mort, il n'est pas ressuscité. Voilà une histoire et tout le monde connaît le sens du salut, de la résurrection. Sans résurrection, il n'y a pas de chrétienté. Sans résurrection, il n'y a pas de salut. Donc le salut du monde réside dans la résurrection. Et pour moi, c'est un acte fort qui me donne à penser que si vous voulez être sérieux dans la vie, confiez quelque chose, confiez une mission sensible à une femme. Elle ne s'en départira pas tant qu'elle n'aura pas réalisé son objectif. Deuxième exemple, et c'est dans l'Ancien Testament qui préfigure les choses à venir. L'Ancien Testament était une préfiguration des choses à venir. Et je prends l'exemple de Déborah. Déborah était prophétesse, femme de Lapidote, et elle était juge en Israël. On prononce le nom de Lapidote, son mari, une fois dans toute la Bible. Déborah, dans le livre des juges, c'est une dizaine de fois. Pour dire ce que Déborah a fait en tant que mère, justement, je prends, je crois que c'est Juge 4, verset 4. Elle était juge et tout le monde sait à quoi renvoie le juge. Le juge renvoie à une fonction d'autorité, à une fonction de pouvoir. Le juge rend d'ailleurs des sentences dont il décide du sort de l'homme. Déborah, juge, est une personne, un leader d'autorité qui, pendant ses 40 ans de règne dans Israël, la Bible nous dit que sous le règne de Déborah, Israël fut en repos pendant 40 ans. Juge 5, verset 31. Revenons maintenant dans notre propre société. Angela Merkel est à la tête de la CDU. C'est un parti chrétien. Voyons. Margaret Thatcher, elle a dit en son temps, femme de poigne.
je ne fais rien sans avoir consulté mon époux. Mais à l'extérieur, donc dans l'espace privé, dans la sphère privée, n'est-ce pas, elle savait qu'elle est femme, comme je sais que je suis femme, n'est-ce pas, et que je dois être soumise pour que cette lumière qui rayonne sur la rose, pour qu'elle s'ouvre, rayonne sur moi, pour que je m'ouvre et sois aussi épanouie que vous le voyez. Donc, Margaret Thatcher était soumise dans la sphère privée et dans la sphère publique, elle était justement cette dame de fer. Parce que pour exercer l'autorité, parfois, pour ne pas dire tout le temps, il faut afficher l'austérité, il faut afficher la figure du pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé avec Margaret Thatcher. Tout ceci pour dire quoi? Et Déborah ne s'est pas départie de son rôle de mère. D'ailleurs, la Bible dit que lorsqu'elle prend le pouvoir, verset, elle dit, les chefs étaient sans force. Les chefs, les hommes. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force quand je me suis levée. Moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Et c'est ce que je dis aux femmes aujourd'hui. Soyez ministre, restez mère. Parce que vous êtes le socle de votre famille, vous êtes le socle de la société. Soyez tout ce que vous voulez, député, maire, sénateur, mais la maison est votre force. Parce que la première institution que Dieu a établie, justement, c'est la famille. Ces références bibliques voilà. Citées par Madame Difo. Oui, je connais très bien ces références bibliques. Déborah dit, c'est Juge 5, je crois, le verset 7, que lorsque les chefs étaient sans force, ça c'est la version seconde. Moi j'ai une autre version, Osterva, qui dit, lorsque les hommes manquaient en Israël, moi, Déborah, je me suis levée comme une mère. Bon, par la suite, on découvre que, en fait, c'est le Seigneur qui avait appelé Déborah à ce ministère. Et pourquoi? Elle dit bien, lorsque les hommes manquaient. Donc, à un moment, en Israël, les hommes étaient mous, les hommes étaient démissionnaires. Et la preuve, d'ailleurs, c'est Barak, le général de l'armée d'Israël, ou du moins celui qui va servir comme général de l'armée d'Israël, quand il va aller combattre l'ennemi, le Seigneur lui dit de demander à Barak d'être à la tête de ses troupes. Et qu'est-ce que Barak répond? Il dit que je n'irai pas si tu n'y vas pas avec moi. Et elle lui dit donc que puisque tu tiens à ce que j'y aille avec toi. Oui, c'est lui qui dit à Déborah qu'il n'ira pas combattre si elle n'est pas avec lui. Elle lui dit donc, puisque tu tiens à ce que j'y sois, voilà, tu n'auras pas le mérite de la victoire. Et effectivement, c'est une femme qui s'appelait Jaël, qui avait tué Sisera, qui était le capitaine de l'armée ennemie. Ce que je veux souligner ici, c'est que la femme se lève parce que l'homme est démissionnaire. Et moi, je n'ai rien contre le fait que lorsque les hommes... Oui, elle ne doit pas bousculer l'homme. Nous ne disons lorsque pas les femmes, les hommes sont démissionnaires, sont lâches, sont mous, sont incapables, c'est tout à fait normal que la femme se lève. Mais c'est une honte. Dans notre société qu'on essaye un peu les femmes. C'est une honte pour l'homme que ce soit la femme qui prenne sa place. Et je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, nous vivons... Oui, dans le duel, oui. Nous vivons dans une société... c'est vrai qu'on va dire que moi-même j'ai bénéficié ou je bénéficie encore de cette éducation unisexe, mais reconnaissons que c'est une éducation qui a tendance à provoquer, qui rend la femme déjà hybride, donc qui lui donne un esprit de concurrence, qui lui donne un cœur froid, qui l'amène à vouloir toujours compétir et se confronter à l'homme, ce qui n'est pas le cas. Dieu attend quoi de celles qui font profession de le servir? Il dit qu'il attend qu'elles aient cet esprit doux et incorruptible qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Normalement, quand on voit une femme, elle symbolise la douceur, elle symbolise la tendresse. C'est la mère
C'est la mère, comme Déborah dit, elle s'était pas levée comme une pastonaria de la justice, comme une femme qui revendiquait absolument le droit de régner, le droit de gouverner, mais elle dit qu'elle s'est levée comme une mère. La caractéristique de la mère, c'est de prendre soin de ses enfants, de les garder, de manifester justement cet esprit de tendresse et de douceur qu'on ne voit pas aujourd'hui en nos politiciennes implacables. Ce sont des femmes de, voilà, on les appelle des dames de fer. Dilma Rousseff, elle avait dit, je suis méchante, donc quand elle venait au pouvoir, Michelle Bachel a dit qu'elle était gnostique, divorcée et fière de l'être. Angela Merkel, qu'on cite en exemple, elle a dit, elle n'a même pas voulu qu'on mentionne le nom de Dieu dans la Constitution européenne. Elle a dit que le nom de Dieu est un nom explosif. Et elle a dit que le créationnisme est une menace pour les droits de l'homme. Donc nous qui croyons en ce Dieu-là qui a créé toutes choses, nous sommes une menace pour le droit de l'homme, pour le droit des homosexuels, les droits des transgenres, les droits des bisexuels, etc. Parce que justement, on craint Dieu et on met en avant les principes divins qui sont nobles, qui sont purs, qui sont honorables. Dernière réaction pour sortir. Oui, ma dernière réaction pour sortir, justement, c'est une réaction. Vous savez que dans la vie, les choses n'ont que le sens qu'on leur donne. Oui. Et parce que les choses n'ont que le sens qu'on leur donne, ma soeur a cité quelques sorties catastrophiques d'Angela Merkel et tout. Mais c'est certainement en réaction à des stéréotypes du genre vous ne devrez pas, vous ne pouvez pas, vous ne devrez pas faire ceci. Et pour réagir, elle balance, mais dis donc, qu'est-ce que vous croyez même? Ne pensez-vous pas que... Vous voyez ce que je veux dire? Elle avait jusqu'à refuser qu'on parle de Dieu dans la Constitution européenne. Oh, ça l'engage. Ça, ce n'est qu'un élément qui est sorti d'un contexte. Je vous assure que je ne connais pas véritablement, mais pour le débat, je peux le dire à tort ou à raison, mais pour le débat, c'est un élément qui est sorti d'un contexte. Moi, en tant que pédagogue, je retrace toujours de façon holistique les informations que je donne. Merci, merci. Merci davantage à Ève Yebga Guidjol d'être passée par ici, de nous avoir éclairé. On a fait un peu de, j'ai envie de dire, on a un peu étudié la Bible, mais c'était intéressant. Justine Difo, et vous me convenez que c'est le départ de toute chose et que toute chose devait converger vers ce point-là. Merci, on vous conviera volontiers à d'autres occasions. Elle m'intéresse d'ailleurs. Oui, je crois que c'est le maillon qui manquait à notre... à votre lutte. Oui, merci également. Nous revenons à la dernière dorsale de cette émission en 2-3 questions. J'amorçais déjà tout à l'heure. On se demandait pourquoi finalement vous n'entrez pas en politique. Bon, de ma posture de membre de la société civile, je fédère plus facilement les femmes de tous les partis politiques. Voilà pourquoi je sacrifie ce temps. Je suis à 10 années de temps que j'offre, n'est-ce pas, en dîme aux femmes pour cette activité. Rien ne vous indique que je n'ai pas d'ambition politique, je ne l'ai jamais dit. Mais parce qu'il y a une anecdote qui veut que sur un plateau de télévision, par une erreur de la réalisation, avait signalé Justine Difo, militant du RDPC. Oui. Et c'était le tollé. Oui, c'était le tollé général. Et c'est vrai, c'est pas à ce titre qu'on m'avait invité. Je n'avais dit à personne que je suis militant du RDPC. C'était pas à ce titre. Je tenais à le rectifier parce que les femmes du SDF qui comptent sur moi, sur notre plaidoyer, les femmes de l'UFC, Madame Sadio de l'AFP et autres, elles vont dire, mais attendez, c'est une marchande d'illusions. Elle a dit qu'elle se sacrifie, qu'elle porte notre plaidoyer, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, voyons? Vous voyez, il fallait absolument que je rectifie ça. Soyez ministre, restez mère. Soyez ministre, restez mère. Déborah, soyez juge, régnez sur Israël, mais restez mère. La société camerounaise périclite. Parce que les femmes, semble-t-il, ne sont plus à leur place. Elles ne jouent plus le rôle de mère. Elles concilient les deux. Elles ont démissionné. Ne suis-je pas une mère? Selon vous, suis-je une mauvaise mère? Je n'en sais rien. Je suis une très bonne mère, je peux le dire. Professeur, est-ce qu'une femme qui est au foyer, s'occupe de son époux, s'occupe de l'éducation de ses enfants, est une travailleuse? Bien sûr. Bien sûr. Honnêtement. Très honnêtement. Je n'ai pas terminé. Continuez. Non. Oui, c'est écrit ménagère, mais très sérieusement. Est-ce que c'est une travailleuse? Est-ce qu'elle est une travailleuse au même titre que celle qui sort tous les matins, va s'asseoir dans un bureau?
prise de façon globale, générale, je veux dire au premier degré, oui, elle est une travailleuse au même titre. Parce que sur le plan juridique, il est important de noter que cette femme qui semble ne pas être une travailleuse parce qu'elle est à la maison, travaille justement parce que c'est parce qu'elle excelle dans les charges familiales, n'est-ce pas, qu'elle a amené et dans l'éducation de ses enfants, que son mari, tranquille, justement, professeur, peut vaquer à ses occupations. Pourquoi la femme qui sort tous les matins, va dans un bureau ou va dans un lieu de service, se sent supérieure à sa congénère qui est à la maison, s'occupe de son mari, s'occupe de ses enfants à plein temps? Oui, mais elle se sent peut-être supérieure parce qu'elle donne plus. En quoi est-ce qu'elle donne plus? Excusez-moi que je m'exprime. Elle donne plus peut-être parce que au-delà de ces 35 heures ou 38 heures de travail, je dis n'importe quoi, elle doit aussi faire ce travail et avec excellence. Et elle doit, avec prouesse, elle doit arriver, si elle rentre à 20h ou 21h comme moi parfois, elle doit s'assurer que tout va bien et que le mari a été mis au lit. Suivez mon regard. Elle a mis le mari au lit. Elle a préparé ce qu'elle a fait au travail le lendemain. Pour terminer cette série, justement, dès 5 heures, elle doit s'assurer que est-ce que justement, professeur, avec le discours que vous tenez, vous n'incitez pas toutes les femmes qui sont au foyer, qui travaillent à plein temps pour leurs époux, pour leurs enfants, à vouloir sortir pour avoir la même considération sociale? Elles ont peut-être un potentiel. Peut-être si elles ne s'épanouissent pas dans ce qu'elles font, tout juste parce est-ce que c'est parce que le regard de la société font d'elles des femmes d'un second degré, qu'elles veuillent sortir pour être des femmes du premier niveau? Je ne pense pas. Parfois je sans ne pense être pas préparé. C'est ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que finalement il n'y a pas beaucoup d'hypocrisie dans l'expression soumise? Vous voulez une arène? C'est tellement intéressant. Ce n'est que le début de la semaine de la femme, la célébration de la journée internationale de la femme. La GIF, c'est mercredi. On aura certainement d'autres tribunes pour discuter de la cause féminine, de la participation de la femme en politique. Vous trouverez d'autres femmes. Ce n'est que le début, ce n'est qu'une amorce. Mais pour le moment, nous recevons sur ce plateau Alain Gizan Kanga pour nous restituer la synthèse des propos tenus ici. Tout à l'heure, nous n'entendions pas sur ce que vous avez dit ou ce que vous n'avez pas dit. Alain Gizan Kanga est là, peut-être qu'il va nous aider à nous entendre finalement. C'est le moment de la synthèse. Alain Gizan, bonsoir. Bonsoir Rodrigue et bonsoir à tous. Et c'est le temps de la synthèse. Je vais essayer d'être très bref. Ouais. Voilà, Justine Difo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de droit, militante des droits de la femme et sur la participation en politique, vous êtes croyante, libre et pas du tout attachée aux nominations. Vous voulez une société bâtie par les hommes et les femmes capables de la transformer. C'est ça. Vous n'êtes pas là pour jouer les faire valoir. Les femmes sont en retrait à cause de certaines cultures qui les moulent. Éveiller la conscience politique des femmes est la première mission de More Women and Politics. Le problème des femmes est la peur de s'exprimer. Les stéréotypes, les étiquettes sont quelques pratiques sociales envers les femmes qui vous répugnent. La communication non violente est le principal instrument que vous enseignez aux jeunes. Vous êtes contre toute forme de manifestation. Et pour vous, le 8 mars, c'est un instant de réflexion et de communication. Vous avez tenu à rappeler que les femmes ne doivent pas être traitées différemment sur la scène politique en raison de leur genre. Dans votre dispositif, vous avez mis en place des mesures de renforcement de capacité pour des séances de coaching. Mouler des femmes pour prendre la place des hommes ou de les bousculer n'est point votre objectif. Et je vais donc revenir sur vos préférences. Vous êtes descendante d'une chefferie dans les hauts plateaux de l'Ouest. Excusez-moi, j'ai pas voulu prononcer le nom du village, de peur de l'écorcher. Et d'ailleurs, vous êtes Mafo, qui signifie reine-mère, si je me trompe. Et Madame Foning vous a inspiré le courage. Votre grand homme, votre mari, se cache derrière vous. Il est bien à cette place selon vous. Et après Dieu, c'est lui toute votre force. Vous avez 2 enfants, vous êtes très discipliné. Vous êtes ceinture noire, ceinture
marron et votre mari ceinture noire, et c'est parce que vous avez seulement laissé, avait précisé. Et vous concevez tout avec la volonté de Dieu, vous écoutez la musique et d'ailleurs vous adorez le jazz, rythme sur lequel votre époux vous a séduit et vous adorez danser. Wow. Merci Alain Gisin. Ben, c'est excellent, sauf une chose. Parole de prof. Je n'ai pas 2 enfants, Oh. j'ai 4 garçons. Merci, c'est C'est tout, rectifié. sinon le reste est parfait. Merci beaucoup. 20 sur 20. Merci, c'est parole de prof Alain Gisin Kanga. Merci Excellent. Justine Difo d'être passé par ici et bonne fête de la femme. Ben, bonne commémoration. Bonne commémoration, c'est pas une fête. Pour moi, c'est pas une fête. Même comme il faut, je veux dire, célébrer des victoires. Mais c'est pas encore une fête. Bonne journée de la femme, mercredi prochain. Il y aura la grande parade au boulevard du 20 mai. Merci Mireille Maningwe d'être passée par ici. C'est moi qui vous vous avez dû remercie, prendre des vraiment. postures parfois qui sont différentes de vos convictions ça. parce qu'il fallait interviewer. Ça, nous vous comprenons. Merci d'avoir participé au jeu. Et c'était beaucoup de courage à Karistan et Série. Merci, oui, on le note. Merci à Songo Negdem. Merci. Merci C'était un d'avoir- plaisir de discuter avec le Il professeur. était partagé. Et nous remercions Hervé Yebga Guidjol qui est passé par ici. Mesdames, Messieurs, nous retrouverons l'arène le mois prochain, le 1er avril. Non, nous retrouverons l'arène le mois prochain avec un autre client, mais dimanche prochain, nous vous réservons un client particulier. Je suis sûr que beaucoup de téléspectateurs vont sursauter à le savoir. Nous recevrons Georges Hibert Baola dimanche prochain dans l'arène et nous reviendrons avec le programme le 1er avril prochain parce que entre-temps, l'émission Diplomature signe son retour pour sa saison 3 et nous recevrons dimanche prochain donc le représentant de l'Union européenne à Yaoundé, l'ambassadeur chef de délégation en 16 heures et jours. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci de rester en compagnie de nos programmes et bonsoir.